Allez, c'est parti, on enfile notre casquette de détective loupe à la main. Pour cette enquête, chaque texte qu'on va examiner, c'est comme une scène à inspecter. On va chercher les indices, les assembler, et peu à peu, le portrait robot de l'auteur et de ses intentions va se dessiner sous nos yeux. Bon, entrons dans le vif du sujet. Comme dans n'importe quelle bonne enquête, il y a en gros deux grandes catégories de preuves. Celles qui sautent aux yeux et celles qui sont bien plus subtiles. D'un côté, on a ce qu'on appelle les indices explicites. Pensez à l'arme du crime, laissée bien en évidence, impossible de la rater. Et de l'autre côté, il y a les indices implicites. Ah, ceux-là, ils sont plus fins. C'est le cheveu retrouvé sur le tapis, la petite incohérence dans un témoignage. Il faut un œil d'expert pour les repérer. Alors, commençons par le plus facile, d'accord? C'est la base de toute investigation. On rassemble d'abord les preuves flagrantes, celles qui sont juste là, sous notre nez. Un indice explicite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement quand l'auteur décide d'arrêter de jouer à cache-cache. Il tombe le masque et il dit « Coucou, c'est moi ». Sa présence n'est pas un accident, c'est une affirmation. C'est sa signature, noir sur blanc. Et dans cette catégorie, le coupable numéro 1, le plus facile à pincer, c'est bien sûr l'utilisation des pronoms comme « je » ou « nous ». C'est l'aveu complet. Dès qu'on lit « à mon avis » ou « je crois que », l'affaire est pratiquement classée. L'auteur est là, il a signé sa présence. Ok, on a vu le plus simple. Maintenant, passons aux choses sérieuses. La partie la plus croustillante de l'enquête. Les indices que le lecteur un peu pressé ne verra jamais. C'est là que le vrai talent du détective entre en jeu. Les indices implicites, ce ne sont pas des déclarations fracassantes, ce sont plutôt des chuchotements. C'est un mot choisi plutôt qu'un autre, une virgule placée à un endroit stratégique. Des petits détails qui, l'air de rien, teintent tout le texte d'une couleur particulière, d'une émotion, sans jamais que l'auteur dise « voilà ce que je pense ». Premier type d'indice caché à chercher, le vocabulaire, ou pour employer le terme technique, le lexique évaluatif. Il faut bien comprendre que les mots ne sont jamais neutres, ils ont un poids, une saveur. Pensez-y, qualifier quelqu'un de déterminé ou d'obstiné, ça décrit un peu la même chose, non? Pourtant, le sentiment transmis n'est pas du tout le même. Regardez, c'est flagrant. On peut décrire un dirigeant comme un leader visionnaire ou comme un tyran calculateur. Le sujet est le même, mais le choix du mot change tout. Il révèle immédiatement un jugement. C'est ça, le pouvoir du lexique. On parle de mélioratif quand c'est positif, pour valoriser, et de péjoratif quand c'est négatif, pour dénigrer. Deuxième indice subtil, la modalisation. Oula, un mot un peu technique, mais l'idée est toute simple. Ça consiste juste à regarder si l'auteur est sûr de ce qu'il dit ou s'il émet des doutes. Est-ce qu'il affirme ou est-ce qu'il suggère? Et ça change absolument tout. Écoutez la différence entre « il est évident que cette solution va fonctionner » et « il semble que cette solution pourrait fonctionner ». Vous sentez la nuance? Dans le premier cas, l'auteur nous prend par la main et nous dit « faites-moi confiance ». Dans le second, il installe le doute. C'est une façon très habile de guider notre pensée. Et enfin, notre troisième et dernier type d'indice implicite. Celui-ci ne se cache pas dans les mots eux-mêmes, non, mais plutôt dans leur habillage. Je parle bien sûr de la forme, de la ponctuation, tout ça ce sont des preuves. Pensez-y, un point d'exclamation n'est jamais innocent, il transmet de l'enthousiasme, de la colère, de la surprise. Un simple mot mis en italique, c'est comme si l'auteur nous faisait un clin d'œil en disant « Attention, celui-là, il est spécial ». Le gras, les guillemets, tout ça, c'est la voix de l'auteur qui s'exprime sans parler. Bon, on a nos indices, les évidents et les subtils. Le dossier s'épaissit. Et comme dans toute bonne enquête, une fois qu'on a les preuves, on se pose la question du motif. Pourquoi ? Quel était l'objectif de l'auteur en laissant tous ces indices? C'est la question essentielle. On n'est pas subjectif juste pour le plaisir, ça n'arrive jamais. Derrière chaque mot valorisant, derrière chaque adverbe de doute, il y a une stratégie, une intention bien précise. Cette intention, cet objectif, ça porte un nom. C'est la visée du texte. En gros, c'est ce que l'auteur cherche à faire. Est-ce qu'il veut informer, convaincre, émouvoir, critiquer? Tous les indices qu'on a récoltés sont comme des flèches qui pointent directement vers cette fameuse visée. C'est logique en fait. Si la visée, c'est de faire l'éloge de quelqu'un, le texte va déborder de mots positifs. Au contraire, si le but est de démolir une idée, attendez-vous à trouver plein de mots négatifs et d'expressions de doute. Les preuves et le mobile sont toujours intimement liés. On arrive au bout de notre enquête pour aujourd'hui. Mais vous vous en doutez, le travail de détective ne s'arrête jamais vraiment. Parce qu'au final, le dernier mot, le verdict, il appartient toujours à celui ou celle qui lit. Alors, pour résumer, voici le kit de survie du parfait détective textuel en 4 points simples. 1. Traquer les pronoms personnels, le fameux « je ». 2. Analyser les mots, sont-ils positifs ou négatifs. 3. Évaluer le degré de certitude de l'auteur. Et 4. Ne négligez jamais la forme, la ponctuation et la typographie. C'est tout.